Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire, à notre webinaire de ce jour qui va porter sur la maladie à virus Ebola. Je vous prie pour toutes les personnes qui sont déjà connectées, vous pouvez commencer à vous présenter dans le chat, donner votre nom, le nom de votre organisation et le pays. Nous donnons encore quelques minutes, le temps de permettre aux uns et aux autres de se connecter pour que nous puissions commencer la réunion. Donc, nous allons débuter à 11h03 en espérant qu'on aura atteint que déjà notre quota de ce matin. Merci encore. Pour toutes les personnes qui sont connectées, vous pouvez déjà commencer à vous présenter dans le chat. Nous allons commencer avec notre webinaire de ce jour qui a pour thème renforcer la mobilisation de la société civile et l'engagement communautaire dans la riposte à l'épidémie Ebola en Afrique en 2026. Quel est l'impact de cette crise dans la prise en charge du paludisme? Donc, bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde. Je suis Sorel Ngifo, Civil Society and Community Engagement Program Officer à Impact Santé Afrique, qui abrite le secrétariat de CS4Me. Et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire aujourd'hui avec Monsieur Toumaniel Manji, qui va également se présenter tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, je vais directement passer au mot d'ouverture de la directrice exécutive d'Impact Santé Afrique, qui a eu un empêchement. Madame Olivia Ngou, qui est la fondatrice et la directrice exécutive de l'ONG Impact Santé Afrique, est une femme dynamique qui est focalisée, qui a fait ses études et vraiment qui est experte dans le plaidoyer de la santé et les programmes de santé transformative liés aux genre. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans la lutte contre le paludisme et les questions de santé. Elle a un master en santé publique et elle est également cofondatrice de la plateforme Civil Society for Malaria Elimination, qui est une plateforme de la société civile de lutte contre le paludisme avec plus de 1000 membres et 1000 organisations de la société civile et réseaux dans près de 50 pays. Donc, elle est également la coordonnatrice, elle coordonne également la plateforme GFAN Africa francophone. Donc, pour son mot d'ouverture, je vais rapidement vous brosser le mot d'ouverture de la directrice exécutive. Mesdames et messieurs, chers représentants des organisations de la société civile, chers officiels des ministères de la Santé publique et PNLP, chers partenaires, chers acteurs communautaires, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par Impact Santé Afrique, secrétariat de CS4Me, sur le thème Renforcer la mobilisation de la société civile et l'engagement communautaire dans la riposte à l'épidémie Ebola en Afrique en 2026. Quel est l'impact de la crise sur la prise en charge du paludisme? Alors que l'Afrique fait face à une nouvelle résurgence d'Ebola, notamment en République démocratique du Congo et en Ouganda, cette situation nous rappelle une leçon essentielle. Aucune réponse aux épidémies ne peut être pleinement efficace avec l'implication active des communautés. La peur, la désinformation et la méfiance peuvent compromettre les efforts de riposte, tandis qu'une société civile mobilisée contribue à instaurer la confiance, à promouvoir les mesures de prévention et à sauver des vies. Nous sommes ravis de vous compter à ce webinaire où l'occasion sera donnée de faire le point sur la situation actuelle liée à l'épidémie, de partager les expériences des organisations de la société civile engagées en première ligne et d'identifier les défis et les bonnes pratiques pour renforcer l'engagement communautaire. Nous aborderons également une question cruciale. Quel est l'impact de cette épidémie dans la lutte contre le paludisme? Quel est l'impact de cette épidémie sur la continuité des services de santé essentiels, notamment la prévention,
la prise en charge du paludisme. À travers ces échanges, j'espère que nous ferons émerger des recommandations concrètes pour renforcer la place de la société civile dans la préparation et la gestion des urgences sanitaires en Afrique. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants, nos modérateurs, ainsi que chacun d'entre vous pour votre présence et pour votre engagement. Je nous souhaite à tous des échanges riches et constructifs et nous souhaite un excellent webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Donc, ceci ainsi dit, ce sont les mots d'ouverture de notre coordonnatrice globale de la plateforme Civil Society for Malaria Elimination, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce jour pour ouvrir elle-même le webinaire, mais qui a tenu à partager son mot d'ouverture avec nous ce matin afin de nous galvaniser, afin de nous faire comprendre que malgré les conflits d'agenda, elle reste fortement mobilisée et engagée pour continuer à mener des actions pour la lutte contre le paludisme. Merci. Maintenant, nous allons passer au housekeeping role. On l'a déjà rappelé dès le début de notre webinaire et nous continuons à intégrer cela à mettre cela dans le chat. Donc, nous prions à tous nos participants de fermer les micros et de ne ouvrir les micros que lorsque on vous donne la parole. Et également, notez que ce webinaire est simultanément traduit en français et en anglais. Donc, il est juste question de cliquer sur le bouton interprétation pour choisir votre langue sur le canal original, soit en français, soit en anglais. Et également, nous vous prions de continuer à confirmer votre présence dans le chat en donnant votre nom, le nom de votre organisation ainsi que le pays. Et pendant que nous allons dérouler notre webinaire, nous vous prions de poser vos questions dans la section Q&A et au fur et à mesure, les différents panélistes vont se charger de répondre à vos préoccupations. Donc, en restant connectés, bien évidemment, vous nous donnez déjà l'autorisation de vous enregistrer. Merci beaucoup. Donc là, nous avons juste quelques images pour que vous puissiez voir les icônes de Zoom, de l'interprétation pour la section Q&A et également pour le chat. Ceci ainsi dit, je vous ai dit dès l'entame de mes propos que ce webinaire sera commodéré par moi-même qui est Sorel Ngifo et par Monsieur Tsumaniel Manji. Monsieur Tsumaniel Manji qui est un membre de CS4Me et est le directeur exécutif de Hall for Children Organization en Tanzanie. Donc, je vais directement lui passer la parole pour qu'il continue la modération du webinaire et il aura l'occasion lui-même de se présenter. Monsieur Tsumaniel Manji, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. All right, thank you very much, Sorel, my colleague. Thank you everyone who just attended this very informative and very important webinar, which actually this is one of its kind. It have never been just conducted in our region. My name is Tumaini Mank, Executive Director of Health for Children organization based in Tanzania. Also a steering committee member of CS4Me, as well as National Coordinator of Tanzania NGOs for Malaria Elimination Network. I will be just actually hosting this webinar and with my colleague Sorelle. And I thank very much Madam Olivia, which is quite very important in our today's life. And I will be introducing some of our very prominent speakers to share with us actually what is Ebola and the other outbreaks like hantavirus do disrupt health services in Africa, and especially to our colleagues in DRC and Uganda. And to start with,
We will be just having our speaker, Mr. Dr. Ebenezer Baba, one of a very prominent speaker who actually will tell us about the management in the context of Ebola outbreak, implication for the community engagement, health services delivery, and epidemic preparedness. And briefly, let me tell you about Dr. Ebenezer. He's a medical doctor for malaria at the World Health Organization (WHO) Region Office for Africa, bringing all over the 20 years of experience in global health, international development to malaria control, elimination and epidemic preparedness, and the health system strengthening. He supports member states across the African region through region technical leadership on malaria, including program reviews and evaluations, strategic planning, surveillance, and preparedness for public health emergencies. Also, he is a contribution to the regional capacity building efforts, supported the successful certification of malaria elimination in Algeria in 2019 and Cape Verde in 2024. Prior to joining WHO, Dr. Baba served as the technical director for the Africa at Malaria Consortium, supporting malaria programs across multiple African countries. His work is governance, health anticipatory public health approaches, and strengthening resilient health system and resource constraint setting. Please welcome to our webinar and actually give you us a presentation on how malaria management can be just in this context of Ebola outbreak, implication for community engagement, health service delivery, and epidemic preparedness. Let's give the round of applause to Dr. Ebenezer. Welcome. Thank you very much. Just to clarify, okay, yeah, so it's to be forwarded on your side. First of all, to thank you for the warm welcome, and to say that we will be going through just a few slides to provide an overview of malaria within the context of Ebola, and narrowing down to the critical role of the civil society in driving an effective response. Next slide, please. Yeah, so like I said, that's the title. Next. So largely the presentation will provide a highlight of the implications of the current outbreaks, discuss fever management challenges, explore some of the key roles of the community and civil society in driving a cohesive response, and then identify preparedness actions in areas where at risk of outbreaks, for which measures can be taken in advance in preparation for any eventualities. Next. Yeah, so malaria management in the context of Ebola is important to note here that there are reasons why the close relationship between Ebola and malaria is driven off a very strong correlation in some of the initial symptoms of fevers, particularly at community level. But beyond just symptomatology are some important attributes. In many of our countries, particularly in our region, malaria carries a disproportionate effect on our health systems. And where, for instance, there are disruptions to health service delivery, can lead to excess mortality
resulting from overwhelmed health systems. In addition to that, it presents with diagnostic challenges and also there are issues relating to ensuring effective communication to guide a safe fever management within our context. Next. Now, this is just a kind of brief overview of the one of the situation reports that was released sometime 7th of June that just highlights particularly the clustering of Bundibugyo viral disease in a few zones, health zones in the eastern part of DRC, but also a few imported cases in the urban setting of Uganda, Kampala. As at the last report, the cases were about 515 in DRC and 19, but recognizing that these are figures that continue to evolve over time. But what I just want to highlight to you is the critical role, the points that I highlighted below, the issues relating to community follow-up as a key element of the response, and within the context of current context, significant challenges being presented in effective follow-up of fever cases at community level. This is further compounded by issues relating to insecurity in certain areas, but also weak health systems more broadly in other areas. Now we'll note that, next slide, please. Now, why does malaria matter in Ebola outbreaks? I mean, like I mentioned earlier on, there's overlap in symptomatology. Fevers are commonly identified in our communities as being equivalent to malaria, and where, for instance, there are delays in safe fever management, this can lead to excess mortality. In addition to that, the whole question around diagnostics, safe diagnostics presents a challenge, but also the issues relating to ensuring effective surveillance of cases also presents and distinguishing of cases of other causes of fever within those contexts also presents with challenges. Next. Next slide, please. Right. Here, what I've highlighted here is a very short picture of reported health facility records of cases, malaria cases, within 3 health zones in the east, Ituri, North Kivu, and part of South Kivu. And you can see here, as at last year, reported malaria cases at facility level were fairly moderate to high. And so, again, a demonstration of significant overlap. Fortunately, in urban settings in Uganda, there's a relatively lower incidence of malaria. And so the diagnostic differentiation becomes less of a challenge. And in addition to that, in the Uganda case, how will I put it, engaged community transmission or intense community transmission has not been established, as is evidenced. But in the case of Eastern DRC, we're having both transmissions happening at community level, both for malaria and Bundibugyo at different levels of incidence. And as the information begins to come in, we're getting a clearer picture around the overlap in cases of both. Next. Next slide.
So here I just highlight the diagnostic dilemma. At community level, you will find that there are several causes of fevers. Yes, they may have some unique, peculiar presentations. However, in the case of outbreaks such as this, to be able to distinguish between the different causes of fever requires the development of what we call a community case definition. Now, a lot of the issues around safe fever management requires early detection and demonstration of patterns, but also effective referral. Sorry, we have a bit of background noise. Sorry. Excuse me, I think we have background noise. Yeah, okay, thank you. So distinguishing the different causes of fever at health facility requires a triage process. And as part of that, the whole question around safe fever management requires additional training, also ensuring that there is early detection, but early guidance to places where individuals can get the appropriate diagnostic guidance, but also addressing the issues of myths and misconceptions. The issues around health risk communication become critical in ensuring that community level engagement and clarity around what to expect at community become essential part of facility-based management. Next slide, please. Now, this is not the first time we've had such occurrences. We recall that between 2014 and 2016, we had an outbreak in West Africa involving about 3 or 4 countries. We also had one outbreak in the past, Ebola, in Uganda, as well as one addressing DRC as well. So lessons have been identified over the years. What we find in many instances that during the occurrence of these outbreaks, there is impact on health service delivery, largely caused by fear and mistrust around labeling and also perception of an anxiety within the communities, which are quite understandable. However, having clear channels for inquiry, clear channels of engagement at community level become key. And so the role of civil society in being oriented and ready to be able to provide appropriate information becomes essential. Beyond that, the whole question around disruption of services, often the movement of staff members, health staff members to help support the response. And this may cause sort of maldistribution of services. And so sometimes services that needed to be available may not necessarily be available at the appropriate levels. And so those need to be planned for. In addition to that, because of this disruption, there's also delayed follow-up, delayed presentation at health facility level could lead to indirect increased morbidity and mortality, resulting not just from Ebola, but other health diseases at community level. In addition to that, there is the importance to understand that key to all of this is the community trust, and also having community surveillance systems to be able to distinguish unique patterns for which additional inquiry and so as a drill down at community level may be implemented. In addition to that, there's a whole question around increased risk to healthcare workers. Obviously, noting the effectivity of the Ebola virus requires that the triage and the management at health facility level need to be slightly reorganized.
New tools such as PPE may be introduced, and the introduction of PPE can also create a bit of anxiety at community level. So there's a lot of health education that's required to ensure that individuals are familiar and are comfortable to be able to receive care in a timely manner, irrespective of the cause of fever that may be occurring in those communities. Next. Now, the implications for malaria case management. Now we note, like I mentioned earlier on, that symptoms are similar at the beginning. Fevers, muscle aches, fatigue, before the hemorrhagic manifestation in the case of Ebola. But even in severe cases of malaria, severe neurologic symptoms can occur, several other symptoms can occur, which can create diagnostic challenges. In addition to that, the safe fever management and infection prevention control measures become an introduction to case management. And so having a mechanism to orient staff, orient stakeholders around what it means, and to also dispel any anxiety resulting from these changes in their normal way of working becomes important. In addition to that, there's the whole question around protecting health workers. Obviously, there may be changes in the case definitions because sometimes testing in some settings become a bit more difficult to manage. And then also finally, referrals become important as we move forward in the process. Next. Now, the role of civil society, like I said earlier on, a lot of this information, a lot of the issues related to outcomes are closely linked with timely identification and case management. And so communities are where most of these activities take place. And in many of these instances, civil society are trusted messengers of information. They also have networks that are able to reach areas that are not reached by the traditional healthcare system and have the ability to combat misinformation, provide risk communication, and also engage the community on their concerns relating to different aspects, even the issues relating to burial with safe burial with dignity, where there's a situation where that becomes an outcome of Ebola virus management. Next. Now, to do that, the civil society now becomes the conductor. A conductor to address the different aspects of community management. And again, like I highlighted, there are issues relating to early care and early care seeking, promoting early care seeking for fevers, and ensuring that fever management is safe, which may require orientation and training of civil society on the key messages. There's also the role that civil society can play in addressing tracking patterns of unusual patterns of fevers to inform kind of community follow-up by health workers. There is also the issues around continuity of services, even as the management of the responses are being addressed. The efforts also need to ensure that what can be done to reduce the incidence of malaria at community level, such as through the distribution of nets that are done to sort of prevent a situation where we overload the health system within this context. Again, we note that the civil society is a trusted source of information, and so having appropriate risk communication packages
to be able to educate individuals become essential. And note that certain areas are not reached by the health system, but then the civil society may have outreaches. And so, again, like I say here, there's a central role that the civil society can play. Next. Right. So, in settings where Ebola has not occurred, but then there is a risk, there are actions, preparedness actions that can be taken by stakeholders. This includes issues relating to orientation, training of health workers on infection prevention and control, case management, new case definitions as they may be needed, conducting readiness assessments, looking at the existing capacity within the malaria programs that can support the response, and also issues relating to cross-border. All these are things that extend beyond areas where the outbreaks currently have occurred and need to be and are being worked on by the relevant governments in the region. Next. Now, a final note, takeaway for colleagues is if there's any message we want to take forward, is just to recognize that fever management at community level directly impacts on the capacities, overload of health facilities, where, for instance, good fever management is organized, then there is a likelihood to have a positive effect at facility level. In addition to that, it's important to note that a reduction in malaria incidence or risk has a beneficial effect on reducing the risk of Ebola, because the risk of nosocomial infections or should I say co-infections become even more reduced. And so it's important that we have a continuity of health service mindset as we go through the whole process of managing, and all stakeholders have to put their hands together to make sure that it is successful. And so within this context of epidemic containment, where civil society is not effectively engaged, it significantly weakens the response. And so a critical role that civil society can play is ensuring that they're educated, informed, and are linked into the existing response mechanisms. The emergency response centers of the respective countries have representations from civil society to be able to provide kind of a channel of communication across the stakeholders. In addition to that, key to the effective response is trust. And so that whole process of risk communication, engaging, feeling the pulse of the communities, addressing their concerns, is a role that we see that that trust is the ultimate currency that ensure that success in the interventions. And so at this point, I would like to say thank you. I think that's my last slide. Next. Yeah, thank you very much. Yes, thank you very much. Well, thank you very much, Dr. Baba. That was very, very enriched process of actually presentation. Very, very art of work. And actually, one of the things that I take it to myself is how civil society and the community have a great role to play in these epidemics. And when we are just heading to an open discussion, I'll call upon all to think of how civil society are trusted within the community. And that trust is actually embedded with how are they strategize on how civil societies and the community can address these epidemics. I welcome an open discussion on this, and actually great
a round of applause to Dr. Baba for his actually very great presentation. I welcome actually the open discussion, whatever action to be taken, the ideas where actually African countries can employ on how to make that community to be the center of these actual responses in order not to disrupt the health services to our community. I welcome you all and just have a floor. If you have anything, or you have a question to Dr. Baba, or the views, the discussion, the whatever you have, in order to have the enriched actually discussion on this Ebola outbreak in Africa and how civil society have a critical role in making sure that the core of health service delivery is not distracted. Welcome all. Over to you also to Sorelli. You can also just add anything out of there. Merci beaucoup, Monsieur Tsoumaniel. Merci. Je profite également pour remercier le docteur Baba vraiment pour cette très belle présentation qui nous a vraiment présenté le décor vraiment de cette épidémie, de cette maladie à virus Ebola et avec le lien avec le paludisme. Donc, on a vraiment compris l'importance, le rôle des communautés, les key takeaways de cette maladie à virus Ebola. Nous vous remercions vraiment beaucoup pour cette très belle présentation. Donc, je me dis que si les OSC, si nous n'avons pas de questions, ça veut dire qu'on a très bien compris la présentation qui était d'ailleurs très claire. Mais néanmoins, on va continuer, mais vous pouvez toujours poser vos questions et préoccupations dans le chat. Donc, le docteur Baba reste disponible pour répondre à ces préoccupations. Ok, je vais directement passer la parole à Monsieur Tsoumaniel pour qu'il annonce la présentation de Monsieur Serge Kahavo de la RDC. Please, Mr. Tsoumaniel, you have the floor. Thank you again, Dr. Baba. All right, thank you very much, Sorelli, for just that additional great one. And the next speaker that we will be sharing with us is Mr. Kahavo. Mr. Kahavo will talk to us the key presentation, sensitization measures, and the early detection in the Ebola virus disease response. In a nutshell, Mr. Seji Kahavo is a communication officer at the Impact Center in the Democratic Republic of Congo, where he leads institutional communication and public health advocacy efforts. He also coordinates the civil society's organization that are member of Civil Society for Malaria Elimination in DRC, facilitating the collective engagement in the fight against malaria. With his extensive experience in risky communication and community engagement, he supports community-based public health interventions, combining grassroots mobilization, behavior change, and stakeholders' engagements. It's a very great pleasure to have you, Mr. Seji Kahavo, and please have a floor and share with us. Bien, merci beaucoup Maïniel pour la parole. Et donc, nous allons parler des points de prévention, donc des mesures clés de prévention, de sensibilisation et de la détection précoce dans la lutte contre Ebola. Et donc, il s'agira ici de vous présenter des messages clés qui ont été publiés par le ministère de la Santé avec ses partenaires techniques et financiers.
Et donc, là, nous allons commencer déjà avec le premier message qui nous dit que les rumeurs peuvent mettre des vies en danger. Donc, à cela, ça se rapporte au type d'information que nous devons communiquer, au type d'information que nous devons partager et au type d'information que nous devons aussi élaborer et aussi adresser devant nos communautés. Donc, il faut tenir compte vraiment de lutter contre les rumeurs dans le cadre de notre travail, dans le cadre de nos actions en tant que société civile. Il y a aussi, nous allons parler aussi de symptômes. Et comme le docteur Baba l'a souligné, il y a des symptômes qui se réfèrent à plusieurs maladies. Et donc, spécifiquement, quand vous avez, par exemple, la fièvre, vous avez de maux de tête, de fatigue, douleur abdominale, ou vomissement ou diarrhée, il faut déjà se précipiter au centre de traitement pour être suivi et pour déjà identifier ce qu'il y a comme problème. Et en cas, par exemple, où vous êtes considéré comme un cas suspect, donc ça sera déjà un avantage pour vous d'être pris en charge à temps et être sauvé. Donc, c'est ce genre de message qu'il faudra aussi partager au sein de la communauté. Next slide. Il y a aussi un message particulier sur la consommation ou la manipulation de viande sauvage, des animaux sauvages. Et donc, à cela, il faut faire savoir à nos communautés que actuellement, en contexte épidémique, en contexte d'Ebola, donc il faut faire attention avec la consommation et aussi la manipulation des animaux sauvages, surtout retrouvés morts sans aucune source, par exemple des blessures ou quoi que ce soit qui identifie le vrai cause de ces morts-là des animaux. Et donc, il faudra aussi faire comprendre aux communautés, parce que c'est dans nos cultures, de consommer parfois de viande de forêt, de viande sauvage. Et donc, dans ces contextes Ebola, il faudra vraiment tenir compte à cela, communiquer efficacement avec nos communautés, leur faire comprendre les dangers qu'elles courent avec ces risques d'Ebola en contexte que nous vivons actuellement. Il y a aussi l'automédication qu'il faudra aussi éviter. Donc, faire comprendre à nos communautés que l'automédication réduit sensiblement les chances de survie pour une personne qui serait considérée comme un cas suspect à la maladie à virus Ebola. Parce qu'avec Ebola, il faudra savoir que plus on est pris en charge vite, plus on a la chance de survivre. Et donc, quand on pratique l'automédication à la maison, donc ça diminue déjà les risques et ça crée déjà un retard dans la prise en charge au niveau de centres de traitement spécialisés. Slide. Oui, il faut aussi savoir que Ebola, dans certains de nos communautés, de nos communautés, Ebola est parfois considéré comme une maladie créée par la sorcellerie. Et donc, c'est parmi le message sur lesquels il faudra insister aussi, c'est de faire comprendre à la communauté que Ebola est une maladie qui est causée par des virus et qui peut être prévenue et prise en charge rapidement dans des centres spécialisés. Il y a aussi, en cas de décès, par exemple, ceux qui suivent les informations actuellement à Bunia, par exemple, il y a parfois de, il y a des circonstances où les familles refusent d'accepter à ce que les équipes spécialisées puissent s'occuper de l'enterrement, par exemple, de leurs proches décédés, et cela qui leur pousse directement à toucher le corps de la personne décédée, et cela déjà qui augmente les risques de contamination, donc les risques de rallonger cette chaîne de transmission de la maladie.
Et donc, il faudra aussi communiquer avec la communauté, de leur demander d'éviter tout contact avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée dans le contexte épidémique, donc dans le contexte Ebola. Et donc, il faut savoir aussi que c'est la vigilance qui protège les vies. Donc, c'est un message à passer clairement aussi dans la communauté pour couper la chaîne de transmission. Slide. Bien, il y a aussi des choses à savoir sur, par exemple, euh, la prévention, la sensibilisation et la prise en charge. Il y a des mécanismes qui sont déjà bien établis par les ministères et ses partenaires. Il faut savoir que parmi les mécanismes de prévention, de sensibilisation et de la prise en charge médicale, il faut savoir que cela commence par d'abord au sein de la communauté par le lavage régulier de mains. Il y a éviter la manipulation de corps sans l'intervention des équipes spécialisées. Il faut éviter l'automédication, comme on a dit tout à l'heure. Il faut arrêter les recours aux praticiens pour la prise en charge des cas suspects, des cas suspects qui sont identifiés par rapport aux symptômes que nous avons cités un peu plus haut là-bas. Il faut aussi éviter la consommation et la manipulation d'animaux, comme on a dit. Il faut éviter tout contact avec les liquides biologiques. Il faut signaler rapidement tout cas suspect aux structures sanitaires compétentes pour la prise en charge rapide. Et il faut aussi savoir qu'il n'est pas considéré comme Ebola une maladie liée à la sorcellerie, comme on a expliqué tout à l'heure, en essayant de casser les croyances que certaines personnes ont dans nos communautés et qui rallongent la chaîne de transmission de ces virus. Et il faut aussi savoir que suivre exclusivement les communications officielles et éviter la propagation des rumeurs et de fausses informations peut sauver des vies. Et donc, il faut savoir, en tant qu'OSC, en tant qu'organe de la société civile, nous sommes très proches de la communauté et nous devons utiliser des canaux clairs, de messages clairs déjà qui sont disponibles pour aider la population à lutter contre ces virus et à couper surtout en urgence la chaîne de transmission de ces maladies. Et pour continuer, il y a aussi les enterrements dignes et sécurisés qui sont recommandés. Et donc, il faut toujours tenir compte que à chaque décès, que ce soit dans le domicile, que ce soit dans une structure sanitaire, actuellement, dans les contextes Ebola, il y a des équipes spécialisées qui viennent et pour protéger les proches de la personne décédée, qui s'occupent entièrement de ces enterrements et qui sont qualifiés de dignes et sécurisés dans l'objectif de couper la chaîne de transmission. Slide. Bien, le dernier message d'espoir qu'il faut toujours donner à la communauté, c'est qu'ensemble, nous pouvons stopper Ebola. Donc, la solidarité communautaire, la vigilance et le respect des mesures sanitaires sont essentiels pour vaincre l'épidémie. Bien, je vous remercie. Oh, thank you very much, À vous la parole, Mr. Toumaniel. Well, thank you very much. Thank you, Mr. Kahabo. That was a very eloquent presentation, all the way from symptoms and preventions. And what actually I see here is we have some perceptions of rich and witches. We have actually, I think there is low behavior of early-seeking health behavior. And actually, you mentioned some of the receiver of to accept it from the family members of the dead ones and beloved. And actually, now I see the role of civil society around the community to say and to have a very clear communication message to the community that we serve. That's quite very important. And you can agree with me
saying that the early symptom of Ebola actually equal to malaria disease. This bring a question to our participants: what we should do, what we should actually, as civil society, bring over the table to our communities, at least to have a very informed and tailored messages to their community, and know that Ebola is not a rich or witch's disease. It's a virus disease, and it's very actually can be cured and can be very prevented. And I welcome an open discussion of 2 or 3 minutes from the participants, and whoever have a question to Mr. Kahabo, please welcome and have either your suggestion and just insist or stress on something Mr. Kahabo said. Welcome. And if there isn't anyone who actually would like to speak, but over the chat, you can actually add anything or ask a question there. I think in the matter of time, we can go on and have other time to go on. And please, can we have another schedule of our webinar? Please, Sorelle. Yes. Thank you so much, Mr. Tumaniel. In the chat, we have the questions for Dr. Baba. We have the questions. Let me read it for Dr. Baba. All right. Yes. Bonjour, Dr. Baba. Je m'appelle Lemon Muboyayi, spécialiste en épidémiologie de terrain en RDC. Je voudrais savoir ce que vous avez organisé pour faire le suivi des actions de la société civile dans l'appui à la riposte au virus Ebola en RDC. The question is for Dr. Baba. Please, Dr. Baba, you have the floor. Okay, thank you very much. Thanks, colleagues. I think maybe just to say that if you would note the process of responding to any outbreak involves several steps, which includes the setting up of the emergency response centers. There's one in each of the countries who coordinates the activities of all stakeholders involved in and it involves stakeholders from government and non-governmental structures. This allows for the countries to draw from the comparative advantages of the different stakeholders and also to leverage on existing capacities, because the capacities that are required usually for the outbreak are not just one sector. It is a holistic approach. And so I'm sure we can direct, would be a monitoring mechanism that each emergency response center for the country uses to track performance, not just at facility levels, but also at community levels, because communities are where the issues are. Issues also relating to risk communication often will need to be adapted to the local context. And so the key role of civil society to understanding where the should I say the pressures are, what the issues are, so that the responses that are provided to stakeholders, like was eloquently presented in the first and in the second presentation, are appropriately addressed. And so that will be the mechanism usually that will be in place in each of the countries. And all the countries involved have these centers. Over. Thank you so much, Dr. Baba. Okay. Yes, Mr. Tumania, you have the floor. Yeah, thank you very much, Soril. And thank you, Dr. Baba, for mentioning that, which is actually very important.
And to this far, if there is no question directly, and the other questions will be just answered over there, I welcome my colleague Soril to actually moderate the panel discussion with several coming actually experiences from the field, from our colleagues in Uganda, in the actual DRC Congo. Thank you all for being with me to moderate the session that we ended. It was quite remarkable, and thank you very much, Dr. Baba. Thank you very much, Mr. Kahabo, for making it so great. And over to you, Sorili. Thank you so much, Mr. Tumaniel. Thank you. Merci vraiment, merci pour ta modération. Mais là, on a une autre question dans le chat. On va répondre, on va laisser le docteur Baba ou Monsieur Sèche répondre rapidement à cette question avant qu'on ne passe à la session de panel de discussion. Il y a une internaute qui demande quels sont les premiers symptômes de la maladie à virus Ebola. I think that Dr. Baba can give us more clarification about that question. Thank you. Sorry, I didn't hear the question very clearly. Sorry. Yes, la question, c'est quels sont les premiers symptômes de la maladie à virus Ebola? The first symptom. Okay. Thank you. So like we highlighted earlier on, the Ebola viral disease presents with very non-specific generalized symptoms at the beginning. And if you would note, in the course of my presentation, I had highlighted that the overlap in symptoms, starting from issues relating to fevers, and then beyond the fevers, issues relating to body aches, joint pains, general malaise, before the expression of hemorrhagic symptoms. Like I had highlighted, the hemorrhagic symptoms usually would include bleeding and bleeding can occur in different forms. And so, like I said, usually the initial symptoms are fever, malaise, joint pains, which are quite common with those you find in the other febrile illnesses, malaria inclusive, and others. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Baba. Thank you. All is clear now for everyone, I suppose. OK. Maintenant, nous allons passer à la session de panel de discussion pour permettre à toutes les organisations de la société civile qui sont présentes ici de pouvoir vraiment comprendre, consolider les acquis qui ont été déjà partagés en amont par, premièrement, le docteur Baba et par la suite, Monsieur Serge Caravo nous a présenté les différentes actions, les mesures de prévention qui ont été développées par les ministères de la Santé publique de la RDC pour la lutte contre cette maladie à virus Ebola. Maintenant, nous allons passer au panel de discussion qui a pour thématique renforcer l'intégration de la société civile dans la préparation et la réponse à l'épidémie Ebola. Nous avons 3 panélistes qui viennent de la RDC et de l'Ouganda qui vont venir échanger avec nous sur les défis rencontrés par les acteurs communautaires dans la réponse à l'épidémie Ebola, premièrement. Deuxièmement, nous donner les enseignements qu'on peut tirer de l'engagement communautaire
et de la participation de la société civile dans cette riposte. Et pour terminer, ils vont également donner quel est l'impact de cette intervention dans la lutte contre le paludisme. Et on aura Monsieur David Mutele qui va venir pour conclure, va nous présenter le rôle des leaders religieux, des leaders communautaires, des associatifs dans le respect des mesures de prévention de la maladie à virus Ebola, tout en garantissant la continuité des services de prévention et de prise en charge du paludisme. Parce que, comme l'a si bien mentionné le docteur Baba, il est vraiment important dans la lutte contre la maladie à virus Ebola de pouvoir adapter les interventions, de pouvoir faire la détection précoce des cas, de pouvoir éviter la désinformation. Donc, avec tout ce que le docteur Baba Ebenezer a partagé avec nous, nous allons vraiment nous rassurer maintenant de pouvoir renforcer l'intégration de la société civile dans la préparation de cette riposte. Donc, je vais rapidement brosser la biographie des différents intervenants. Nous avons Monsieur Modeste Mambo Amizi, qui est un activiste et un grand défenseur des droits humains. Il est le cofondateur et le directeur exécutif de l'organisation HOTSAS et il est le vice-président de la task force des KIPI de l'Afrique de l'Est, également membre de CS4Me. Nous avons également le docteur Amusa Adanken, qui est le National Coordinator for Malaria and Childhood Illness NGO Network Secretariat, Massis, Ouganda, qui est un activiste de santé publique avec plus de 18 ans d'expérience dans la lutte contre les maladies, dans les services, l'intégration des services et inclut le management des épidémies, la surveillance des maladies telles que le paludisme, le choléra. Il a travaillé également pour la COVID-19 avec plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine. Pour ce qui est de Monsieur Gloire David Mutele, Gloire David Mutele est le Senior Program Technical Advisor à Impact Santé Afrique, qui est à Impact Santé Afrique de la RDC, de la République démocratique du Congo. Il a plus de 15 ans d'expérience et il travaille pour les politiques publiques, le plaidoyer stratégique, dans les actions humanitaires. Il a supporté les gouvernements, les partenaires dans le renforcement de la réponse pour la lutte contre les différentes maladies et bien d'autres. Donc, nous avons ces trois panélistes qui vont donc venir à tour de rôle nous partager leurs défis, les leçons ainsi que leurs perspectives dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Sans plus tarder, je vais commencer par la première question qui sera adressée à Monsieur Modeste Mambo. Monsieur Modeste Mambo, quels sont les défis que vous rencontrez en tant qu'acteur communautaire dans la réponse à l'épidémie Ebola en République démocratique du Congo? À vous la parole. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup, Sorelène. J'espère que vous m'entendez. On a un sérieux problème de net de connexion. Oui, oui. Effectivement, comme représentant membre de la société civile congolaise, coordination de la société civile congolaise, basée à Bukavu, dans la province Sud Kivu, où j'ai fait partie de la coordination provinciale de la société civile. Les organisations de la société civile ont un sérieux problème. Enfin, par rapport à la riposte, il y a d'abord la méfiance. La méfiance et la résistance des communautés. Cette méfiance est due à des rumeurs.
Hein, il y a plusieurs rumeurs qui circulent, donc qui a été évoqué par un autre collègue qui venait d'intervenir. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Mais aussi, il y a aussi la méfiance due à la non-implication des organisations de société civile. Hein, vous savez, l'ancrage, c'est très important. L'ancrage pour réduire justement ces rumeurs et ces fausses informations. Il y a l'insécurité. Il y a aussi l'insécurité, les conflits. Vous comprendrez malheureusement que la zone épidémique, là où il y a l'épidémie se déroule, malheureusement, c'est une zone qui est en mouvement, qui est spécialisée. Enfin, il y a l'insécurité, il y a le mouvement des populations, il y a des groupes, présence des groupes et bandes armées. Cela fait qu'il y a même des zones qui sont inaccessibles. On ne sait pas accéder dans ces zones pour sensibiliser, pour parler, pour expliquer, communiquer. Mais il y a aussi la stigmatisation. Il y a un problème de stigmatisation des personnes qui ont été victimes, n'est-ce pas, de l'Ebola. Ils sont stigmatisés dans la communauté, mais ils sont déjà guéris, mais ils sont stigmatisés. Mais il y a aussi le manque de ressources. Il y a un problème de ressources. Actuellement, il y a le ministère national de la Santé, ainsi que avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires, dont Médecins sans frontières et OMS, que je salue d'ailleurs, font le possible pour que les moyens soient réels, les moyens soient utilisés à bon escient, c'est-à-dire faciliter la prise en charge médicale, faciliter la communication, faciliter aussi la formation, mais aussi la protection des personnels soignants et les communautés. Donc, ça, ce sont des défis majeurs que nous faisons face. Il y a aussi il y a la coordination. Il y a un problème de coordination. Hier, je pense que vous avez suivi, comme moi, qu'il y a un problème de coordination, parce que l'épidémie, il faut identifier, n'est-ce pas, les cas contacts. Et les cas contacts, souvent, ce n'est pas facile dans un cadre où il y a plusieurs mouvements de population, il y a des déplacés, il y a la guerre, il y a l'insécurité, il y a l'épidémie à Ebola. Automatiquement, pour gérer tout ça, il faut une bonne coordination. Et cette coordination fait défaut. Ça, ce sont des défis majeurs que nous faisons. Mais aussi, il y a la fatigue. Hein. Il y a la fatigue de la communauté. Ce n'est pas la première fois que l'épidémie à Ebola réapparaît au niveau de cette province, de cette zone, justement. Donc, c'est aussi la fatigue. Maintenant, les gens se posent la question, est-ce que c'est encore une réelle? Est-ce qu'il faut vraiment rester ici? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut vivre dans un coin où l'épidémie Ebola réapparaît chaque fois? Ça fait que ce sont des défis majeurs que les organisations civiles qui opèrent dans cette zone font face. Voilà un peu ce que je peux donner en gros par rapport à cela. Merci beaucoup, Monsieur Modeste. Thank you. Merci vraiment pour vos propos qui sont très succincts et très pertinents. Donc, j'ai noté beaucoup de points. Mais avant de résumer, je vais directement passer la parole à Monsieur Amusa pour que Monsieur Amusa nous donne également les défis rencontrés dans sa communauté, dans son pays, dans la réponse à l'épidémie d'Ebola. Monsieur Amusa Duncan, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Please, Mr. Amusa, you have the floor. I ask my question, if you can, what is the key challenges faced by community actors in the response to Ebola outbreak? If you can give us more details about this epidemic in your country. Thank you. Over to you. Thank you very much, Sorelli. First of all, for organizing this very important webinar, but also ensuring that there is meaningful engagement of all of us across the board. In a minute, allow me give you the quickest update in Uganda before I dive into your question. As you recall, Uganda has recorded no new confirmed cases of the Bundibugyo Ebola virus disease over the last 10 days. As of mid-June, which was yesterday, the country had registered a cumulative total of 19 confirmed cases. 14 were imported, and the 5 secondary were transmitted at secondary level. And then the previous 2 deaths, which were also imported cases. So the current situation in Uganda, the recent trend
as the health authorities noted that the outbreak stemming across border as a transmission that was imported. The locations affected, the cases have been localized within the Kampala Central Business District and the areas within Kampala and Wakiso. The travel and the border screening has been heavily fortified within international agencies, recently providing thermal scanners to key entry points like Entebbe International Airport. The scam warnings, the Ministry of Health has actively warned the public travelers against fraudsters selling fake Ebola-free certificates and recommended relying on strictly on official government channels for health guidance. Back to your question, as key stakeholders in the country, we've had several challenges, but also following the previous experience from COVID-19, we've had other outbreaks like cholera, Marburg, among others. Uganda, as all of us know, that it has been on the forefront on ensuring that there is total commitment to ensuring that we contain these outbreaks from the initiation. And the civil society in this country has been one of the key stakeholders involved. Some of the key challenges that we have experienced as a country that the civil society have tried to ensure that we come on board to support and contain the pandemic. When, if you recall that the Uganda youth and the majority of the population have adopted the digital migration, where everyone owns a smartphone, is connected to 5G internet, every other minute is on TikTok. But as you also recall that there are so many people who have taken it themselves to divulge into recreating scenes from the previous epidemics like COVID-19, put them on social media, and it has caused a lot of, now as a civil society in the country, one of our key roles is to use our available structures to ensure that the negative social media deconstruction takes precedence, using all the means. Just like our other platforms that we've been using for communication, as a network, one of our key roles is to ensure that we disseminate information which is only produced and authorized by the Ministry of Health and other key partners like the WHO. But of course, you know, the issues of social media, as of now, we don't have control over it. Before we know it, it is already out. And as communities, they are always on the receiving end to ensure that every other time there is any information that comes on board, they pick it up, comes to scrutiny, and therefore becomes our very key responsibility to ensure that we give them the key information. In this same vein, in Uganda, we are proud that the political will in this country has been high from the president himself. He has been on the forefront of ensuring that these diseases and epidemics
be contained from the very beginning. If it is an example all the way from HIV, the president has been in malaria, the president has been in it, COVID-19, we all know what happened, and now Ebola. Of course, some of the restrictions that government through the presidential directive affect a number of interventions, including the business community. But this has been the only way for Uganda to contain these epidemics, and Ebola, the one we are talking about. Not only, Thank you so much. Thank you, Mr. Amiza. It is very important the way that you are saying. Now, for our schedule, we will pass to the next point for our panel of discussion, and we will associate the second question for the third question. Please, can you tell us what is the key lessons have emerged from community engagement and civil society participation in epidemic preparedness and response? And can you add how is the current Ebola outbreak affecting malaria preventions in Uganda? Can you tell us more information about that? Thank you. Well, just like Dr. Baba noted, unlike malaria, Ebola has the signs and similar signs and symptoms. And in the event, especially in the areas where there is malaria burden, the restrictions that have been put directly affects easy access to malaria services. For example, Uganda is participating in the universal coverage for mosquito net distribution, and Ebola came at a time when already the country had started the distribution. All regions are supposed to benefit in this, so you can imagine how the restrictions that have been put in place have not favored the effective and meaningful distribution of the mosquito net, which aims at reducing the malaria burden in this country. Not only that, when you go to the different facilities, different communities have different perspectives on how they understand the different epidemics. Like I mentioned earlier, that in the previous epidemic in COVID-19, people were kept home. So in this vein, also communities thought that the country was supposed to go back into lockdown. And it is of late that the communities are discovering that I think we are not going back into that. So you can imagine the kind of harm it has caused. Not only that, the business community have been supporting entirely in ensuring that there is a delivery services, those who are doing business, because Uganda has an economy, people depend on the different businesses. So the restrictions that have been put definitely affects the way they operate, and it is upon this background that they cannot now effectively get enough resources to support in ensuring management and treatment of malaria, especially in areas where there is a burden, like in Western Nile, the Bundibujo, where Ebola stemmed from, among others. Now, the experience and what we are doing as key stakeholders is to ensure that we intensify disseminating the different available communication materials in terms of behavior change communication for people to adopt. And imagine that we only need
to contain this epidemic by observing the strict measures that have been put in place, or else we go back into the previous experience from the other epidemics. Thank you so much, Mr. Amusa. Thank you, thank you, thank you. OK. Maintenant, on va passer à la deuxième série de questions qui sera adressée à Monsieur Modeste. Monsieur Modeste Mambo, vous nous avez déjà parlé des défis que vous avez rencontrés en tant qu'acteur communautaire dans la riposte à la maladie, notamment les rumeurs, les zones qui sont inaccessibles pour la sensibilisation, également le manque de moyens financiers, et vous avez cité beaucoup d'autres choses. Maintenant, par rapport à tous ces défis que vous avez cités, quelles sont les leçons apprises que vous tirez de cette riposte, et également quel est l'impact de cette épidémie d'Ebola dans la lutte contre le paludisme? Donc, c'est une question à deux volets. Quels sont les enseignements tirés, et maintenant, quel est l'impact de cette maladie dans la riposte de la lutte contre le paludisme? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais quand même donner un peu d'informations épidémiologiques au niveau de la zone. Pour l'instant, il y a 808 cas qui ont été confirmés et 190 décès à ce jour, avec un taux de létalité d'environ 23,8%. Cela fait que la République démocratique du Congo s'est battue vraiment pour éradiquer, n'est-ce pas, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et l'OMS, Médecins sans frontières, CICR, afin d'éradiquer justement cette maladie, de contraindre. Et je vais vous dire que par rapport aux cas contacts, parce que c'est là où se trouvent les problèmes, par rapport aux cas de contact d'Ebola, actuellement, ce n'est pas encore pas totalement maîtrisé. Mais au moins 70% des cas contacts ont été identifiés et confinés. Donc, ça fait que ce sont des efforts, ce qui a fait d'ailleurs que l'OMS, le directeur de l'OMS a déclaré que les frontières soient réouvertes parce qu'ils se sont rendus compte que les cas contacts sont maîtrisés et les choses presque, comment dirais-je, ont vraiment avancé. Pour ce qui est de l'enseignement, nous pensons qu'il est très important. Il est très important que la communauté soit au centre. La communauté doit être au centre de la riposte. C'est très important. Et quand je parle de la communauté, je vois aussi les organisations civiles doivent être au centre de la riposte. Ça rassure la communauté, ça réduit la méfiance par rapport aux actions, ça réduit aussi tout ce qu'il y a comme stigmatisation, parce que lorsque des structures qui ont un ancrage, les structures d'action civile qui ont un ancrage au sein de la communauté, c'est eux qui sensibilisent cette communauté, ça facilite la communication, ça facilite les transferts d'informations. Mais lorsqu'une structure tombe du ciel dans un coin où personne ne comprend, quand des messages sont faits en français, au moins les gens parlent swahili, les gens parlent une langue locale, c'est difficile. Voilà pourquoi l'importance de cette communauté. La communauté doit être au centre de l'action. Ça, c'est la première des choses. Pour renforcer la confiance. C'est un facteur clé, la confiance. Et la société civile doit jouer un rôle de relais essentiel. C'est très important. C'est la société civile qui doit informer les organisations, les structures gouvernementales, les structures internationales, les agences des Nations Unies, de ce qui se passe sérieusement dans cette communauté. Parce qu'ils ont un ancrage, ils ont des pères éducateurs, des team leaders. Pour notre cas, nous avons des pères éducateurs, des team leaders qui sont dans la communauté, des relais communautaires. C'est eux qui doivent informer, n'est-ce pas? Voilà, dans tel coin. C'est plus facile lorsque c'est eux qui jouent le rôle. L'approche adaptée au contexte local, c'est très important. Je l'ai dit tantôt, la langue locale, la contextualisation de l'action. Il faut que cette contextualisation ait des effets. Parce que quand le message passe dans la langue locale à travers les organisations de la société civile, ça donne de la force, ça facilite la communication, ça facilite le renforcement de l'adhésion de la communauté dans cette lutte. Donc, c'est ça un peu l'enseignement que nous avions tiré de cela. Évidemment, ça a affecté la lutte contre le paludisme. Ça a vraiment affecté. Parce qu'il y a perturbation des services. Vraiment perturbation des services. Tout ce qu'il y avait comme action qui devait être menée. Vous savez que la lutte contre le paludisme, c'est une action communautaire, c'est-à-dire la sensibilisation, la prévention, qui sont des actions communautaires qui doivent se faire dans la société, au sein des ménages, à travers les relais communautaires. Mais vu le contexte d'Ebola, cela ne se fait plus parce qu'on a arrêté. On a arrêté complètement. Mais aussi, il y a la confusion. Vous savez,
étant donné que et Ebola et le paludisme, la malaria, ils ont presque les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. Alors, ça cause, pas seulement préjudice, mais ça cause confusion dans le diagnostic. Alors, même dans la société, quelqu'un qui souffre juste du palu fait la fièvre, on craint qu'il il a l'Ebola. Et lui aussi a peur, se cache, il y a la stigmatisation, il y a aussi comment nous appelons ça, il va se cacher au moment où ça va retarder malheureusement son traitement contre le paludisme parce qu'il pensera qu'il a l'Ebola en ayant comme information sur le même symptôme d'Ebola. Automatiquement, ça va affecter son traitement, ça va affecter sa guérison. Ça, c'est très important qu'il faut le dire. C'est comme ça que la société civile est nécessaire dans la prévention, dans la sensibilisation, dans la programmation, mais aussi dans l'accompagnement. Sinon, la population risque de se retrouver vont se recroqueviller, donc vont se cacher, ils vont se cacher. Et malheureusement, la lutte contre le paludisme est vraiment affectée au niveau de la communauté. La distribution des moustiquaires imprégnés, c'est depuis presque une année que les moustiquaires ne sont plus distribués parce que maintenant là, on voulait lancer la distribution des moustiquaires imprégnés. Malheureusement, avec Ebola, ça devient difficile de mouvementer. Vous le savez très bien que le paludisme actuellement, c'est le paludisme qui tue d'ailleurs plus que la tuberculose, que même Ebola. Le paludisme tue beaucoup en Afrique. La RD Congo, c'est le troisième pays au monde. Où les gens meurent plus de paludisme que d'autres maladies. Donc, il est important, malgré qu'Ebola est là, il faut que les actions de sensibilisation continuent. Il faut que l'action contre le paludisme doive continuer dans différents coins en travaillant avec les relais communautaires, les organisations de la société civile qui ont un ancrage dans la communauté, mais aussi la collaboration. Il faut renforcer la collaboration. Nous demandons aux amis de l'Ouganda, de collaborer avec les organisations de société civile congolaises. C'est très important parce qu'il y a trop d'informations, de fausses informations qui se passent. En disant, par exemple, que là, les aéroports sont maintenant ouverts parce que nos aéroports sont opérationnels. Donc, il faut que les organisations civiles partagent des informations, qu'il y ait communication, que CS Formi aide à ce qu'il y ait partage d'informations entre les organisations civiles en Ouganda, au Rwanda, au Congo, parce que les frontières sont fermées, automatiquement la population souffre. Et vous comprenez que nous sommes maintenant dans la saison sèche. Nous entrons dans la saison sèche où le paludisme, malheureusement, des étangs et consorts vont encore une fois renforcer, n'est-ce pas, la morbidité et la morbidité au paludisme. Donc, il est important qu'il y ait une collaboration entre les organisations de la société civile des différents pays. Là, je parle de l'Ouganda, la RD Congo, même le Rwanda, pour aider à ce que la lutte soit effective et inclusive. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Modeste. Merci, Monsieur Amusa. Merci pour vos contributions. Merci pour vos partages d'expériences concernant la lutte contre la maladie à Ebola. Ce que vous vivez sur le terrain, c'est qu'il faut être en communauté pour vivre les différents challenges que vous rencontrez ainsi que les leçons apprises. Et à noter que vraiment, on se rend compte que ça perturbe vraiment les interventions. Donc, je vais directement passer la parole à mon collègue David Millet qui va rapidement nous brosser en 2 minutes le rôle des leaders religieux de cette. La parole, David, merci. Merci beaucoup, Sorel. Merci pour toutes les interventions qui ont été très constructives. Alors, merci à Modeste qui a aussi donné une très bonne intervention par rapport à ce que est la collaboration entre la société civile et les autorités sanitaires pour résoudre cette question. Et ce que j'allais ajouter, c'est plus particulièrement cette volonté d'utiliser les ressources que nous avons à disposition pour pouvoir assurer notre rôle en tant que société civile, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans l'encouragement au traitement vers les structures de santé. Brièvement, je veux parler
du rôle des leaders religieux en 5 ou 6 points et en 2 minutes, je crois, j'aurais déjà fini. Premièrement, le premier rôle, c'est le rôle de la sensibilisation et d'information à la population. Donc, il est important, lorsqu'un leader religieux parle, il est plus écouté, je crois même, il est plus écouté plus que certains même leaders, ou plus que parfois même, il y a les enfants ou les femmes à la maison qui disent ce pasteur qui a dit. Et sa parole est plus écoutée et même c'est comme on dit amen à ce qu'il dit. Alors, deuxièmement, c'est encourager le respect des mesures préventives, de mesures de prévention pour Ebola. Les leaders religieux, ils doivent encourager le lavage de mains régulièrement. Ils doivent encourager la collaboration avec les équipes de santé pour le dépistage. C'est eux, même dans leur serment, même dans leur façon de dire, ils doivent faire passer le message pour dissiper tous les mythes autour d'Ebola. J'étais en train d'entendre récemment dans une communauté à Bunia que les gens pensaient que Ebola, c'est une maladie plutôt spirituelle, que quand quelqu'un souffre, on l'amène à l'église. Et ça, c'est vraiment un défi majeur. Et c'est le leader religieux qui doit informer, qui doit sensibiliser, qui doit dire aux fidèles de pouvoir faire cette distinction. Troisièmement et plus rapidement, c'est assurer la continuité de la prévention du paludisme. Tout à l'heure, il y a Modeste qui était en train de parler de la rupture du stock en termes de moustiquaires, mais aussi on se pose la question, quand ces moustiquaires sont partagés, est-ce qu'on les utilise vraiment? Et le leader religieux doit passer le message sur comment et pourquoi utiliser, continuer à utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides et ce bienfait au sein de communautés. Les communautés qui ont fait cela ont vu le taux de palis diminuer. Favoriser l'accès aux soins contre les paludismes. Et ici, c'est vraiment important. Quand quelqu'un tombe malade, il faut qu'on l'encourage à aller se faire soigner. Il faut que le leader religieux passe le message pour encourager tous les fidèles que lorsqu'il y a des symptômes que nous connaissons déjà, que la plupart même des OSC ou même, vous savez, même dans nos maisons, quand on a mal à la tête, déjà on pense au palu. Donc, c'est déjà important quand on a des symptômes comme ça de s'approcher. Les leaders religieux doivent encourager les fidèles à s'approcher des structures sanitaires pour une prise en charge complète. Renforcer la confiance entre la communauté et les autorités sanitaires. Très souvent, et même dans l'expérience d'Ebola passée, nous avons vu qu'il y a eu une forme de rupture de confiance entre la communauté et les autorités sanitaires. Souvent, on voit le centre d'isolement comme si c'était une prison, alors que c'est important pour la prise en charge, c'est important pour la prévention, c'est important pour d'autres personnes qui ne sont pas encore atteintes ou suspectées de pouvoir s'infecter. Donc, les leaders religieux doivent passer régulièrement ce message et dire les autorités sanitaires sont là pour aider et nous devons le voir comme étant des sauveurs parce qu'ils sont en train aussi d'exécuter une mission divine. Enfin, la mobilisation de la communauté. Il est important pour le leader religieux de organiser des activités de sensibilisation de manière régulière. Et souvent, peut-être dans ce contexte, c'est un peu très difficile, mais je veux vous partager une expérience de la riposte passée où on a utilisé les leaders religieux. Avant, vous le savez, dans la région de Beni, de Bunia et partout là-bas, c'était difficile pour la communauté de pouvoir facilement accepter la maladie à virus Ebola. Il n'y a pas que ça, et même coronavirus, les gens n'acceptent pas. Mais nous avons pu travailler avec les leaders religieux qui, même sans se retrouver à l'église, utilisaient des moyens qui sont faciles pour tout le monde à pouvoir accepter
ou accéder à l'information. Et il y a eu, au fil du temps, au bout de quelques temps, une acceptation pour la population de se faire dépister, de se faire soigner pour ceux qui souffraient de cette maladie. Donc, pour conclure, les leaders religieux, communautaires et associatifs doivent agir comme des acteurs de confiance, capables de promouvoir, n'est-ce pas, le respect des mesures de prévention de la maladie à virus Ebola et aussi veiller à ce que les services essentiels de prévention et de prise en charge de paludisme restent accessibles et utilisés par la population. Donc ça, c'est en bref ce que j'allais dire par rapport au rôle des leaders religieux dans la lutte contre l'Ebola. Merci. Merci beaucoup, David, pour ton intervention qui est très pertinente. Merci beaucoup, merci énormément. Maintenant, on a le docteur Baba qui nous signale qu'il a des conflits d'agenda et qu'il va malheureusement nous quitter. Donc, on le remercie énormément pour son intervention et vraiment merci, docteur Baba, pour votre intervention et pour les différents échanges et les contributions que vous avez émis pour permettre vraiment à tous les participants de mieux comprendre c'est quoi Ebola, quel est le lien entre Ebola et les autres maladies telles que le paludisme et bien d'autres. Merci beaucoup. Maintenant, sans plus tarder, on va directement passer la parole à David Adama, qui va nous faire un petit sommaire des différentes recommandations de ce webinaire. Merci. OK, bonjour à tous. Merci Sorel pour la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Sorel pour la parole donnée. Je vais rapidement énumérer les recommandations clés pendant ce webinaire. La première recommandation clé était de renforcer la détection et la prise en charge précoce, encourager la consultation rapide dès les premiers symptômes tels que la fièvre, la fatigue, la douleur, améliorer la gestion communautaire des fièvres pour éviter les retards de diagnostic et réduire l'automédication, renforcer la prévention et le contrôle des infections, former et protéger les agents de santé, adapter des protocoles de prise en charge en contexte épidémiologique, améliorer les mécanismes de référencement des cas suspects, impliquer fortement la société civile et les communautés comme acteurs centraux de la riposte, utiliser les relais communautaires pour la sensibilisation et la surveillance, renforcer la participation communautaire dans les zones d'accès difficiles, lutter contre la désinformation et les croyances erronées, améliorer la communication des risques, sécuriser les pratiques à haut risque, éviter la consommation et la manipulation d'animaux sauvages retrouvés morts, renforcer la coordination et la gouvernance de la riposte, prendre en compte les contextes de crise et d'insécurité, maintenir la continuité des services et renforcer la préparation et la surveillance. Donc, voici en ce qui concerne les recommandations clés et merci beaucoup pour votre présence. OK, Sorel, à toi la parole. Merci beaucoup, David, de me passer la parole. Merci pour la lecture, pour le partage des différentes recommandations qui ont été formulées lors de ce webinaire. Il faudra noter que ces recommandations vous seront partagées à la suite de ce webinaire. Oui, on a M. Modeste qui a la main levée. M. Modeste, à vous la parole, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je voulais quand même répondre d'abord à M. Elisa Djougou. C'est une question qui est dans le chat box. Il est du Cameroun. Effectivement, M. Djougou, vous vouliez savoir s'il y a une coordination, n'est-ce pas? Comment nous faisons par rapport pour identifier les cas suspects.
Ça, c'est de 1. Et de 2, si oui, comment se fait la remontée, comment nous faisons remonter l'information au niveau des services d'investigation, des services habilités. Au fait, il se fait que la société civile est au centre de cette riposte. La société civile est au centre. Le fait d'être au centre, mais il ne suffit pas d'être au centre, il suffit aussi d'être impliqué. Il suffit aussi d'être impliqué. Il suffit aussi que la société civile puisse participer. Par rapport, lorsqu'il n'y a pas confiance au sein de la communauté, lorsqu'il n'y a pas confiance, même les cas contacts automatiquement tombent dans la clandestinité, tu vois. Ils tombent dans la clandestinité. Donc, il est important que cette confiance réapparaisse d'abord. Et cette confiance ne réapparaîtra que par la société civile. Effectivement, il y a une coordination pour identifier le cas contact. De bouche à oreille, mais aussi à travers des relais communautaires. Vu la pertinence, les risques d'infection par rapport à l'épidémie à Ebola, il est difficile d'approcher la personne dans les cas où on a déjà des informations qu'il est un cas contact. Donc, il est important que la société civile soit informée. Mais je pense que ce que tu as dit est vrai. Nous, à notre niveau, nous ramenons l'information, les relais communautaires, les pères éducateurs, les team leaders, les superviseurs amènent l'information au niveau des structures sanitaires qui sont habilitées à aller approcher l'individu ou le cas contact afin de les ramener soit dans une structure de transition, soit dans une structure sanitaire dans les cas pour identification dedans. Je voulais renvoyer quand même une des recommandations aussi, cette collaboration. Je pense qu'il est temps qu'il y ait une collaboration entre les membres de la société civile de l'AR Congo, de l'Ouganda et pourquoi pas du Rwanda, parce que ce sont les deux pays qui sont directement accolés à la RD Congo et ils ont fermé leurs frontières. Au moment où il y a des traversées, au moment où on a l'impression que ceux qui sont au Congo, tous ont l'Ebola, tout le monde qui est au Congo est au Ebola, et pourtant non. Donc, c'est une partie, pas même une partie de la ville, une partie de personnes qui sont confinées et dans un coin bien précis de la République avec tout ce qu'il y a comme mécanisme de protection, mécanisme de prise en charge. Donc, il est temps que les deux parties, vous voulez que nous puissions nous jeter des balles et dire non, non, en tel pays, nous sommes très bien, c'est seulement en RD Congo où il y a, et pourtant, nous pourrons bien collaborer pour éradiquer justement ces mouvements. Nous, en RD Congo, nous avons les réfugiés, les déplacés venant de tous ces pays, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, sont en RD Congo. Et en apprenant qu'il y a Ebola, la majorité repart du côté de l'autre pays. Donc, il est temps que les deux, que CS fourmi, comme recommandation, une collaboration entre les organisations civiles pour faciliter, parce que l'épidémie à Ebola va affecter fortement la lutte contre le paludisme, fortement. Merci. Merci, Monsieur Modeste. Merci vraiment pour votre contribution. Merci pour votre engagement. Merci pour cet amour que vous mettez dans votre travail. Nous vous remercions beaucoup. Étant donné que le temps vraiment nous tient à la gorge, on vous rappelle déjà qu'il y a un lien d'évaluation qu'on a mis dans le chat pour que vous puissiez déjà renseigner un lien d'évaluation du webinaire. S'il vous plaît, nous vous prions de commencer déjà à renseigner ce lien pour évaluer le webinaire. Maintenant, on va passer la parole à Monsieur Tsumaniel Manji pour le mot de clôture de ce webinaire. Et vous allez également vous préparer, bien évidemment, à la suite pour la photo de famille et on va vous présenter quelques activités que nous prévoyons mener dans les jours à venir. Merci. Mr. Tsumaniel, you have the floor. All right. Thank you very much, actually, Sorel. That was a very long discussion. I thank you very much for all of you who are attending this webinar. It has been so much grateful. We have learned a lot since we started our webinar with the presentation from our speaker. Then we came back to the panel discussion. And I thank you all for attending this webinar. I have some few remarks to make before we end our webinar. Apart from whatever has been discussed, we all know that
Ebola has a great impact, not only to the delivery of services and the malaria disruption of services, but this goes to social and economic perspective, which in turn is our work and our role to make sure that we are at the center in serving the lives of our community. And there are some action that has been raised. Some of them, the correctness of information to our community, which actually is the role of we civil society to raise the awareness, not just the awareness, very perfect messages to our community. Also, there is this concern of collaboration. It's not only for civil societies in the so the response of collaboration to all the civil society in the region, and more specifically in borders and in our countries. It is time now we think that African governments need to strengthen the civil society's role and actually acknowledge their participation in the civil societies when we talk about Ebola in general. And as we said earlier, Ebola, we need to actually train our CHWs to have a very proper, actually, safeness when they deal with Ebola and malaria and the other diseases in our community. It's quite important. And I don't want to take much of time. Let us call it our responsibility to ourselves, our community, our regions, governments, and every one of us, without forgetting the private sectors. They have a very crucial role in supporting in some of resource mobilization and as a response to those areas affected. I thank you very much for attending this webinar, and we look forward to have a lot of webinars on this topic. Thank you very much, and I have a very nice moment, all of you. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Toumaniel, pour votre appui, pour votre modération durant tout ce webinaire. Nous vous remercions énormément par rapport à ça. Donc, ici à mon écran, il y a le flyer. Il y a le flyer du webinaire Play qui aura lieu le 24 juin 2026. Donc, nous convions tous les membres CS4ME, comme à l'accoutumée, de vous connecter massivement, de commencer dès à présent à vous enregistrer pour ce webinaire, de partager dans vos différents forums et tout pour pouvoir participer à ce webinaire Play où nous allons revenir vraiment sur les key takeaways du forum, sur les recommandations clés qui ont été émises durant le forum annuel CS4ME. Merci beaucoup. Donc, nous vous prions de continuer à renseigner le formulaire que ma collègue a partagé dans le chat. Nous vous prions de continuer à le renseigner et également d'accepter qu'on vous promeut panéliste pour pouvoir faire la photo de famille. Merci beaucoup. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît, pour la photo de famille. Merci, Monsieur Modeste. Thank you, Mr. Amusa. Merci, David. Merci, Serge. Vous avez rendu ce webinaire incroyable.